Mesdames et messieurs, bonsoir, chers Montreuillois, chères Montreuilloises. Bienvenue dans cette troisième édition des réunions publiques participatives organisées par la ville de Montreuil sur la plateforme Zoom. Cette réunion est accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Pour activer le sous-titrage, il vous suffit de cliquer en bas de votre écran les trois petits points et afficher les sous-titres. Le 15 avril dernier, nous avons enregistré au total plus de 1000 passages sur le live Facebook à l'occasion de la deuxième réunion qui était organisée sur la démocratie alimentaire et nous vous remercions de cette participation. Nous espérons vous retrouver ce soir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Avant de vous présenter le programme, je vais céder la parole à Monsieur le maire Patrice Bessac afin qu'il puisse vous dire quelques mots sur l'actualité sanitaire. Monsieur le maire, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de nos rendez-vous électroniques. Quelques mots donc sur la situation sanitaire. Vous le savez, nous avions un pic épidémique en Seine-Saint-Denis qui avait atteint plus de 800 en Seine-Saint-Denis. Nous sommes dans un moment de reflux de l'épidémie, un taux d'incidence national qui désormais a baissé à 224 pour 100 000. En Seine-Saint-Denis, si le virus circule moins, notre département reste tout de même en situation préoccupante. Je pense en particulier aux moyens dans nos hôpitaux. 161% d'occupation de nos lits de réanimation sont toujours occupés par des patients Covid. Et à l'hôpital André Grégoire, nous avons aujourd'hui 14 patients en réanimation et 63 lits occupés par des patients Covid. Quelques nouvelles également de la vaccination. Je veux saluer chaleureusement tous les personnels de la ville de Montreuil, des centres de santé publics, également des soutiens que nous avons reçus du côté de la médecine libérale, car la vaccination poursuit son cours avec une moyenne dans notre centre à l'hôtel de ville de 1200 doses injectées par semaine. Vous le savez peut-être, ce matin, le président de la République a annoncé l'ouverture de la vaccination à tous les plus de 18 ans à partir du 12 mai et pour compléter les rendez-vous qui ne trouvaient pas forcément preneurs dans les 24 heures qui suivent. Donc, peu à peu, au cours du mois de mai, nous allons être confrontés au plan national et à Montreuil à ce sujet de la possibilité d'augmenter massivement, et nous l'entendions depuis longtemps, la vaccination. La vie va reprendre aussi peu à peu place dans nos espaces publics avec le 19 mai, la nouvelle étape du déconfinement, le déplacement du couvre-feu à 21 heures et l'ouverture des restaurants, des cinémas, des lieux de culture et des commerces. Et je veux un mot particulier, évidemment, pour les commerçants, pour les restaurants, mais également pour nos lieux de culture. Nous sommes, Montreuil, une ville de culture, une ville d'intermittentes et d'intermittents du spectacle, une ville de création. Et waouh, nous attendions depuis longtemps maintenant cette possibilité de la réouverture des lieux de culture. Dernier mot peut-être pour dire que dans cette crise, les agents du service public, que ce soit hospitaliers, territoriaux, d'État, les associations montreuilloises, l'initiative citoyenne en matière de solidarité est très importante et reste très importante. Je pense notamment à tout le travail en faveur de l'aide alimentaire que nous avons développé en direction d'un certain nombre de familles mises en difficulté par les conditions actuelles. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces informations introductives. Alors, je ne me suis pas présentée, excusez-moi, au début de la réunion. Je suis Elsa Pradier, la rédactrice en chef du journal de la ville de Montreuil, Le Montreuillois, votre journal, et je serai l'animatrice de cette réunion pour vous conduire dans nos débats et nos échanges.
Donc, à présent, maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Au programme ce soir, il sera question des aménagements urbains de la Porte de Montreuil, de la Place de la République, de la Croix de Chavaux, mais aussi de la rénovation urbaine du quartier de Lanoux et plein d'autres sujets autour de ces grandes questions d'aménagement urbain. Nos débats seront découpés en 3 séquences, durant lesquelles vous pourrez poser directement vos questions aux élus. Après une introduction générale de Monsieur le maire, nous ouvrirons un premier débat. Il sera animé par Gaylor Le Shaker, premier adjoint délégué à la ville résiliente, à l'urbanisme, aux espaces publics, aux grands travaux de transport et à la protection des murs à pêche. Il nous parlera de la Croix de Chavaux notamment et de la Porte de Montreuil. Ensuite, nous aborderons une deuxième thématique animée par Stéphane Beltran, conseiller municipal délégué au logement, à la lutte contre le logement insalubre, à l'habitat et en charge du projet d'organisme foncier solidaire. Il nous parlera notamment de la lutte contre l'habitat indigne et la ZAC Fraternité. Enfin, dans un troisième temps, Thomas Mettet, adjoint délégué à la politique de la ville, nous parlera des grands projets de rénovation urbaine. Voici pour les sujets de fond que nous allons aborder ce soir. Et ce soir, vous allez pouvoir poser directement vos questions aux élus. Alors, comment faire pour pouvoir prendre la parole? C'est assez simple. Alors, d'abord, il faut que vous choisissiez la thématique sur laquelle vous souhaitez intervenir. Donc, 3 thématiques. Vous choisissez sur laquelle vous choisissez celle qui vous le plaît le plus, en fait. Et vous pouvez soit poster vos questions dans le chat, en écrivant à la personne qui s'appelle question. Donc, c'est le petit onglet violet et rouge. Posez vos questions. Donc là, vous cliquez dessus et puis vous inscrivez votre question dans le chat. Votre question sera traitée, elle me sera transmise et je pourrai la poser en direct à votre place si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est quand vous prenez la parole en direct et quand vous dialoguez avec vos élus. Dans ce cas-là, il vous suffit d'activer votre caméra et de cliquer en bas à droite sur plus, dans réaction et sur lever la main. Et là, il y aura une petite main jaune qui va se lever et je pourrai vous donner la parole. Voilà, vous disposerez d'1 minute pour poser votre question. Et si vous dépassez ce délai, eh bien, je serai obligée de faire la modération. Je vous prie de m'en excuser par avance. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Pour poser vos questions, dans ces cas-là, vous devez rejoindre le Zoom en cliquant sur le lien qui est épinglé dans votre chat. Voilà, j'en ai fini pour tous ces détails techniques que je ne manquerai pas de vous rappeler. Et à présent, place au débat et à l'introduction générale de Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter à grands traits les futurs grands aménagements à Montreuil. Nous avons traité lors de l'épisode 1 plutôt les aménagements de la partie nord et à présent, nous traiterons les aménagements de la partie sud. Alors, attendez, hop, il faut que je m'organise pour la présentation. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Dites-moi que vous la voyez, ça me rassurerait. C'est parfait, on voit très très bien la présentation, les futurs grands aménagements à Montreuil, épisode 2. Ah, le bug est débugué. Super, donc il y a un certain nombre de grands projets que nous allons vous présenter aujourd'hui. La requalification de la porte de Montreuil, la transformation de la rue de Paris, l'aménagement de la Croix de Chavaux, le renouvellement urbain à Lanoux, clos français, et les sujets de transformation du boulevard périphérique. Et j'aurai l'occasion, au cours de cette petite présentation, de dire autour de quels principes nous entendons mener ces projets, avec notamment le sujet de l'ambition environnementale, le sujet de la ville inclusive, le sujet d'une ville attractive, créatrice d'emplois. C'est un sujet très important, ne pas construire une ville entre guillemets monomaniaque, mono-activité, mais au contraire tendre à retisser le lien entre les différentes fonctions d'une ville. Alors voilà, vous avez sur cette petite carte le périmètre concerné par la présentation de ce soir.
D'abord, un mot pour décrire quelques problématiques du point de vue de l'équipe municipale sur ces zones. D'abord, le peu d'espace de respiration, c'est un problème qu'on retrouve dans tout l'Est parisien. Il n'y a pas assez d'espace vert par habitant. On est à 6 mètres carrés d'espace vert par habitant et c'est trop peu. Là, ce qui est conseillé, c'est plutôt autour de 10 mètres carrés. Des constructions parfois en rupture avec l'identité de nos quartiers. On en a l'exemple à plusieurs endroits à Montreuil où l'histoire a construit des bâtiments un peu en décalage. Le sujet d'une forte densification ressentie est réel dans certaines parties de nos quartiers, qui est un sujet de préoccupation majeure pour nous. Le sujet aussi de la mixité sociale, faire face tout simplement à la gentrification et donc à la nécessité pour Montreuil de préserver comme l'un de ses cœurs la capacité de brasser, de mélanger des populations de statut économique et d'expériences différentes. Et puis, le fort développement économique que connaît aujourd'hui Montreuil, comme d'autres villes, je pense à Pantin ou au Lilas, et donc il faut faire face, l'organiser, permettre que cela profite à notre territoire. Alors, à partir de ces remarques, j'aimerais vous présenter les grands projets d'évolution pour Montreuil. Il y a d'abord le projet de la porte de Montreuil. Ce que vous avez là, c'est la vue du projet tel qu'il a été adopté et choisi par le jury qui a départagé plusieurs équipes d'urbanisme. Et vous le voyez bien, toute l'entrée de ville, côté Paris, sera changée puisque le projet prévoit la création d'une vaste esplanade végétalisée et piétonnisée à notre entrée de ville. C'est un projet qui comprend 300 arbres plantés avec un lieu de vie, pas une place de transit automobile comme c'est le cas aujourd'hui, mais un lieu de vie. La circulation automobile sera des deux côtés et l'intention de ce projet est de recréer un lien entre Montreuil et Paris. Vous le savez, le boulevard périphérique, les anciennes fortifications parisiennes ont créé une distance entre Paris et sa banlieue, cette sorte de frontière. L'idée, évidemment, c'est de reconstruire un lien qui soit un lien urbain et un lien de qualité. On y reviendra dans un instant sur les enjeux de changement autour du périphérique. Évidemment, l'écologie est au cœur du projet par le nombre de places de parking pour vélos dans ce projet, pour aussi le chantier zéro carbone. C'était une des exigences des élus des deux côtés du périphérique que d'avoir un chantier exemplaire. Donc, il y aura de la production d'énergie géothermique et photovoltaïque, des bâtiments construits avec des ressources locales et 80% des matériaux utilisés seront issus d'Île-de-France. C'est pour nous quelque chose d'extrêmement important dans les méthodes de construction maintenant, de rapprocher et de faire en sorte que les matériaux ne fassent pas 4 fois le tour du monde avant d'être utilisés. C'est un projet qui est conduit par la mairie de Paris et évidemment Montreuil, comme Bagnolet, comme Est Ensemble ont été associés à ce travail. Le début du chantier est prévu par la mairie de Paris au deuxième trimestre 2023 pour une fin des travaux mi-2026. Évidemment, la période dans laquelle nous vivons a sans doute décalé une partie du calendrier qui était initialement prévu. Deuxième grand sujet de transformation, c'est l'évolution de la rue de Paris avec la ZAC Fraternité, dont on aura l'occasion d'approfondir Stéphane Beltran. Cette ZAC, c'est plusieurs objectifs, c'est améliorer, diversifier l'offre de logement et surtout résorber l'habitat insalubre. À Montreuil, comme dans d'autres communes situées
dans l'immédiat proximité du périphérique, il y avait ce qu'on appelle les faubourgs, qui traditionnellement étaient une zone dans laquelle un habitat pour partie dégradé était présent, qui accueillait des populations modestes. Et donc notre souhait avec cette ZAC, c'est de rénover l'habitat de manière à ce qu'il soit plus digne, plus propre, plus beau, et qu'en même temps, on soit capable de réaccueillir les populations modestes. C'est l'objectif de mixité sociale qui est l'un des fils rouges de ce projet de la ZAC Fraternité, avec le fait aussi de permettre de requalifier, retravailler sur ce qu'on appelle la commercialité de la rue de Paris, c'est-à-dire en termes simples, avoir une nouvelle dynamique commerciale meilleure, plus diversifiée, moins monoactivité sur la rue de Paris, et faire venir aussi, j'y reviendrai dans un instant, d'autres types de commerce et d'activités. Je pense notamment au village du réemploi. C'est aussi un enjeu de préservation de l'identité urbaine, architecturale de ces faubourgs, de la ZAC Fraternité. 4 chantiers ont été démarrés en 2020. Un certain nombre d'habitantes et d'habitants qui habitent à côté l'ont vu. C'est l'îlot d'Alembert, c'est le lot Azout, c'est la résidence Barra, bien sûr. Et je veux insister sur ce point, c'est le grand changement que constitue la fin telle qu'il était de la résidence historique Barra d'accueil des travailleurs migrants au cœur du quartier République. C'est donc la construction d'une série de résidences dites de desserrement permettant d'accueillir cette fois dans des conditions dignes les travailleurs migrants, et la reconstruction du foyer historique Barra sur site, qui était pour la municipalité quelque chose de très important, de conserver à ce lieu qui est porteur de l'histoire à la fois montreuilloise et nationale, cette vocation d'accueil. Et c'est le chantier Fréa. D'autres chantiers vont démarrer cette année dans le secteur dit Volpellier, dans le secteur Fraternité ou encore dans le secteur Paul Bert. Je veux m'arrêter un instant sur ce qui va se passer particulièrement du côté de ce qu'on appelle l'îlot d'Alembert. Un certain nombre d'habitants le connaissent plutôt sous le nom de l'éléphant bleu, de la station de lavage. Vous avez vu que la destruction s'est faite, les travaux ont commencé, et c'est un projet, à notre avis, à mon avis, extrêmement important, puisqu'il va redonner une qualité urbaine à l'environnement autour de cette zone, et nous allons dégager 2000 mètres carrés de nouveaux espaces verts ouverts au public. Enfin, cette transformation de la rue de Paris va permettre de requalifier la rue Paul Bert, la rue Étienne Marcel, et aussi de refaire des ouvertures, de créer des verticales entre, d'un côté, la rue de Paris et de l'autre côté, la rue Étienne Marcel. Au total, ce sont 750 logements qui seront créés, nouveaux. Évidemment, dans le même temps, d'autres seront détruits, vous l'avez bien compris, avec 40% de logements sociaux. Et ça va évidemment avoir des conséquences sur le nombre d'enfants. C'est ce pourquoi aussi nous avions anticipé avec la rénovation de l'école Marceau et la création de ce nouveau groupe scolaire. Je veux le dire aux parents du Bas-Montreuil, une réflexion est en cours pour créer aussi un nouvel établissement scolaire dans le Bas-Montreuil. Nous aurons l'occasion, avec Dominique Attia, l'adjointe aux bâtiments et aux affaires scolaires, de revenir vers vous lorsque nous aurons un premier projet. Je vous disais également, une activité nouvelle va s'installer sur l'îlot dit Volpellier, puisque 33 000 mètres carrés d'activité, dont la création d'un village du réemploi, seront créés. Ça, c'est une des fameuses venelles dont je vous disais qu'elle allait être créée dans le projet, avec de nouveaux commerces et de nouvelles activités, avec à nouveau, entre guillemets, une obsession dans les différents projets qui sont conduits à Montreuil, qui est de ne
Jamais, jamais, jamais faire du tout logement ou du tout bureau ou du tout commerce, mais à chaque fois créer les conditions pour mêler ces trois activités parce que c'est un problème grave pour l'Île-de-France d'avoir de plus en plus augmenté au fur et à mesure des décennies le délai entre le domicile et le travail. Et il nous semble que pour des raisons fondamentales de bien-être des citoyennes et des citoyens et des raisons écologiques, il faut rapprocher, rapprocher, rapprocher et donc porter cette conception mixte de la ville. Je voulais évoquer aussi avec vous le sujet de la réaménagement de la Croix de Choiseul, dont une première étape a été engagée lors du mandat précédent avec la création de pistes cyclables provisoires, le travail de piétonisation de la place Langevin et d'une partie de l'avenue de la Résistance, l'installation également de la galerie éphémère en lieu et place de l'ancien office du tourisme. Les objectifs sur cette place de la Croix de Chavaux, c'est d'achever les travaux en 2024, c'est végétaliser une bonne partie de la place avec la plantation d'arbres en pleine terre pour créer un véritable îlot de fraîcheur. C'est un sujet majeur de résilience pour la ville que de permettre d'augmenter, augmenter encore la place de la nature en ville parce que avec le changement climatique, on sait par exemple qu'il y a une différence de 4 à 5 degrés entre le boulevard de la Boissière qui est planté et d'autres avenues ou d'autres rues moins arborées. Et c'est évidemment laisser davantage de place aux piétons et aux vélos tout en simplifiant la circulation automobile. C'est le sujet de la deuxième étape d'aménagement et cette fois-ci définitive de la place. Un certain nombre de changements ont lieu aussi en périphérie de cette place de la Croix de Chavaux. C'est la rénovation de la tour urbaine, donc c'est la tour verte que vous voyez juste en face. Et là, à nouveau, je veux souligner le fait que ça a été pour nous un combat. Parce que pendant des années et des années, un certain nombre d'acteurs économiques sont venus nous voir en nous disant il faut faire des logements, des logements, des logements, des logements. Et nous avons dit avec Gaylor Le Shaker, non, nous avons besoin ici d'activités considérant notamment le fait que nos établissements scolaires sont déjà remplis et que les commerçants nous disaient et nous demandaient s'il vous plaît, faites venir aussi de l'emploi, permettez-nous, nous, je pense au centre commercial de la Croix de Chavaux, de vivre pas simplement le soir, mais aussi dans la journée pour les gens qui travaillent. Et cette tour sera une tour, ce n'est pas une tour de bureau classique, ça sera un espace dans lequel il y aura beaucoup de nouveaux services et dont une partie sera d'ailleurs ouverte au public. C'est également la requalification de la tour Orion. Alors la tour Orion, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est celle qui est située directement derrière l'ancien office du tourisme, la galerie éphémère, qui est une tour ancienne, même sujet, avec la rénovation des espaces publics alentours, dont certains sont très vieux, et également le fait d'être essentiellement sur une tour qui sera une tour d'activité et une tour de service. Et puis, c'est la transformation de l'ancienne usine Chapal en résidence étudiante, en école de formation et en commerce. Nous avions déjà eu l'occasion de vous parler de ce projet. Enfin, c'est le renouvellement urbain du quartier Lanoucle français. Vous avez là une image qui est en grande partie déjà réalisée, puisque c'est le projet de la première phase du renouvellement urbain. C'est vraiment un choix décisif pour nous au cours de ce mandat que de permettre dans deux endroits extrêmement importants, extrêmement populaires, Lanoucle français d'un côté et de l'autre côté Morillon, d'aller à maturité sur les projets et d'engager les évolutions nécessaires pour apporter du mieux vivre en termes d'équipement, en termes de déplacement aux habitantes et aux habitants de ces quartiers. Il y a trois grandes finalités à ce projet. Désenclaver le quartier en l'ouvrant notamment sur le quartier Villiers-Barbus et en permettant de créer sur l'avenue de la Résistance par des effets de destruction de certains immeubles des rues nouvelles qui permettent de créer plus de porosité.
C'est renforcer évidemment la mixité par des logements en accession sociale, en la propriété, mais aussi en habitat participatif. C'est aussi développer commerce, équipement public. C'est un quartier qui est très jeune, c'est un quartier qui est très dynamique, c'est un quartier qui a des besoins d'équipement public. Et nous pensons nécessaire en matière d'école, en matière de gymnase, en matière de centre social, de développer une nouvelle offre pour que les habitantes et les habitants vivent mieux. Au total, c'est également 884 logements qui seront rénovés en termes de confort énergétique. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la rénovation urbaine, ce qui se voit, les espaces extérieurs, les nouveaux équipements, c'est aussi pour les habitants la rénovation de leurs logements qui parfois ont été construits il y a plusieurs décennies, qui sont des passoires thermiques qui coûtent cher, dans lesquels il fait froid dans les périodes fraîches, dans lesquelles il fait très chaud dans les périodes chaudes, et donc du coup, travailler sur le confort thermique. Dernier élément que je voulais évoquer avec vous, vraiment survolé parce que le travail commence, c'est un travail sur la transformation du boulevard périphérique avec nos collègues des autres villes, en gros de la porte de Montreuil jusqu'à la porte de la Villette. La mairie de Paris a entamé un travail préliminaire. Avec Est Ensemble, nous sommes concernés par ce tronçon important et je veux vous dire simplement que nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons plus d'informations, lorsque nous serons plus à l'étape de projet. Je le disais, il y a un principe essentiel qui fonde notre action à Montreuil en termes d'aménagement, c'est la résilience. La résilience, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qu'on utilise beaucoup, parfois qu'on peine à comprendre ou en partager le sens. À l'origine, la résilience est un terme physique, c'est un terme de science physique qui définit la capacité de résistance d'un corps ou d'un matériau à un choc ou à une déformation. Vous l'avez peut-être vu de temps en temps, vous savez, c'est ces balles qui se déforment, qui absorbent la pression et qui sont capables de retrouver leur forme d'origine et de résister au choc qu'ils ont vécu. Et dans les années 2000, ce mot s'est peu à peu appliqué à d'autres entités et à tout ce qui est capable de surmonter des épreuves ou des crises pour atteindre de nouveaux équilibres. Et c'est un terme qui s'est appliqué aux villes qui s'engagent pour se concevoir, s'adapter aux conséquences négatives des crises sur l'ensemble du territoire, en particulier évidemment de la crise climatique, qui nécessite de notre part une innovation dans la construction, dans la conception des espaces publics, dans l'organisation du territoire pour permettre d'être prêt à la hausse des températures et donc à réduire, à apporter de la respiration, à apporter de la fraîcheur aux habitantes et aux habitants. Mais la résilience, c'est aussi un terme qui peut s'appliquer, par exemple, à la culture sociale. Par exemple, à Montreuil, nous sommes une des premières villes, grâce aux habitants, grâce à l'action de la mairie, à avoir, par exemple, réouvert immédiatement les services d'aide aux personnes les plus précaires pendant le confinement. Et ça aussi, cette culture de solidarité, c'est évidemment un élément de résilience et de protection. Notre ambition environnementale est simple. D'abord, c'est planter, planter, planter. Vous l'avez compris, nous avons planté autour de 440 arbres dans la partie sud de Montreuil, donc pour ce que nous parlons aujourd'hui, un peu plus de 800 à l'échelle de Montreuil depuis 2014 et créé 30 000 m² d'espace vert. L'objectif, c'est de créer 10 mètres carrés par habitant, atteindre cette moyenne qui nous semble être le seuil minimum. Et donc, il faut travailler dans tous les projets nouveaux à dégager ces espaces. Quelques exemples, évidemment, la place de la République qui fera l'objet d'un travail et d'un élargissement de son assise dans la phase 2 et la phase 3 de sa requalification. C'est le square Virginia Woolf, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien et dont les enfants dévalent fréquemment les pentes
du toboggan. C'est également l'engagement en termes de construction durable, limiter l'utilisation du béton, privilégier les matériaux biosourcés et géosourcés, l'affaire des déplacements que je vous citais tout à l'heure s'agissant de la porte de Montreuil, et c'est construire pour la durée. Moi, j'ai vraiment donné comme orientation, par exemple, dans nos constructions publiques, qu'on ne fasse pas, entre guillemets, de chichi, mais qu'on soit euh, qu'on construise pour les générations futures, qu'on ne fasse pas de bâtiments jetables, qu'on s'engage en matière de durabilité de nos bâtiments. C'est également les enjeux de rénovation énergétique. Je vous cite ce chiffre parce qu'il me semble être extrêmement important pour l'avenir. Il y a 3191 logements qui vont être rénovés, notamment grâce à la rénovation urbaine, en termes énergétiques, par notre office de HLM, qui sont programmés, qui sont en cours de rénovation, dont 1173 dans le Bas-Montreuil. Or, c'est un sujet majeur de transition écologique que d'assumer et chaque année de faire plus en matière de rénovation des bâtiments, qui sont en fait une des sources principales de perte d'énergie. Et je vais conclure en disant qu'évidemment, le sujet aussi de la ville inclusive, c'est-à-dire d'être ouvert à l'ensemble des habitantes et des habitants, est évidemment très important. Nous gardons le seuil de 36% de logements sociaux dans les opérations immobilières, c'est-à-dire que face à l'augmentation des prix du foncier, des loyers, du prix à l'achat, nous pensons que le logement public est un stabilisateur. Ça a été le cas sous le précédent mandat et nous confirmons avec la majorité nouvelle cette orientation. C'est aussi le développement de nouveaux outils, notamment celui du bail réel solidaire, dont peut-être Stéphane Beltran, si vous le souhaitez, vous dira un mot. Et on a un sujet, on avait demandé au gouvernement de voir s'appliquer sur l'ensemble du territoire des 9 villes d'être ensemble la loi d'encadrement des prix des loyers. Nous espérons, dans les semaines qui viennent, avoir une décision ministérielle favorable. En tout cas, nous sommes dans l'attente de la réponse du gouvernement sur ce point. C'est évidemment aussi dans nos conceptions d'espace public, de politique publique, accroître les liens entre les habitants. Je l'ai dit, veiller à développer des espaces qui incluent les porteurs de handicap, ceux qui se déplacent un peu moins bien, et ça veut dire peu à peu repenser en totalité notre espace public. C'est aussi penser les équipements dès l'origine pour qu'ils puissent accueillir tout le monde, et je pense notamment aux enjeux d'accès égalitaire femmes-hommes à l'espace public. Et puis, c'est développer un certain nombre de nouveaux usages. On l'a vu, on a mis en place un certain nombre de terrains partagés, d'espaces partagés, d'activités partagées. Une des plus évocatrices, c'est Sport dans les parcs, évidemment, qui ont conduit à des gens différents qui peut-être seraient jamais rencontrés dans la vie à se rencontrer à l'occasion de ces activités. Et à nouveau, c'est le lien que nous souhaitons promouvoir. Voilà en quelques mots les éléments que je voulais vous partager pour vous faire en quelque sorte le tableau général des grands projets dans ce que nous avons appelé cet épisode 2 de nos grands aménagements. Évidemment, ça c'est les intentions fondamentales, les idées qui nous guident. Derrière, ça représente beaucoup de travail, ça représente des travaux, ça représente de l'argent, ça représente des choix, ça représente de la concertation avec les habitantes et les habitants. Ici, vous avez parfaitement conscience que les choses ne changent pas du jour au lendemain, mais ces projets sont désormais, entre guillemets, sur les rails et en phase opérationnelle au cours des années qui viennent. Merci de votre attention. Peut-être juste un mot de conclusion. Je l'ai déjà dit un peu, mais je veux vraiment dire que dans la crise que nous vivons, les agents du service public sont des gens extrêmement précieux et qui ont été
mobilisés, qui ont tenu bon, qui ont fait face parfois à plein de changements au cours des semaines qui viennent de s'écouler. Et je veux leur faire un petit mot et une petite salutation et un hommage particulier. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette présentation exhaustive. Du coup, je vous propose de passer à notre première thématique, thématique qui portera sur la porte de Montreuil et sur les aménagements de la Croix de Chavaux. Elle sera animée, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vos questions en direct à Gaylor Le Shaker, premier adjoint au maire. Donc, je vous redonne un petit peu le trajet pour pouvoir poser vos questions. Alors, vous pouvez lever la main. Donc, il faut appuyer sur le petit bouton. Je sais que plusieurs d'entre vous sont déjà bien habitués à la technique, mais il vous suffit donc d'activer votre caméra déjà en premier et de cliquer en bas à droite sur plus dans réaction et sur le bouton lever la main. Alors, je vois déjà que 2 personnes sont déjà sur les starting blocks pour poser leurs questions. Mais je vous propose d'abord parce qu'on a eu beaucoup de questions en amont et notamment beaucoup de questions sur la porte de Montreuil et sur les aménagements, ces énormes travaux qui vont changer complètement l'entrée de la ville. Alors peut-être avant de donner la parole soit à Pascal, soit à Pierre, Monsieur Le Shaker, peut-être est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments un peu plus précis sur cet aménagement de la porte de Montreuil? Est-ce que au niveau du calendrier ou au niveau de l'aménagement des espaces, vous avez des éléments un petit peu plus précis au-delà de tout ce qu'on s'est dit déjà, Monsieur Le Shaker? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver également pour cette 3e session. L'aménagement de la porte de Montreuil, le maire l'a dit, c'est un sujet important. Certes, cela se passe sur les franges et sur un secteur parisien, mais c'est la vitrine de notre entrée de ville. Et pour les plus anciennes et les plus anciens d'entre nous, vous vous en souviendrez peut-être, il y a eu une multitude d'études et on nous présentait régulièrement des hypothèses avec, vous savez, de très grandes tours immenses qui venaient se poser sur notre entrée de ville et qui, en quelque sorte, masquaient ce dont parlait le maire à l'instant, à savoir ce tissu faubourien, cette particularité de Montreuil, et en particulier du secteur du Bas-Montreuil, et était plutôt une invitation à aller construire beaucoup, très haut, et surtout à faire la place à beaucoup de voitures. La dernière étude qui nous avait été présentée au début du précédent mandat, c'était ce que j'appellerais une sorte de pont-levis, vous savez, une grande dalle en béton qui aurait fait la connexion entre la rue de Paris et la rue d'Avron, tout droit. En gros, une autoroute urbaine qui allait traverser notre ville. Et finalement, du fait de la qualité des échanges qui se sont instaurés avec la ville de Paris, avec Est Ensemble, avec la ville de Bagnolet, le projet a progressivement évolué dans l'esprit de ce qui a été présenté par le maire et qui correspondait à nos attentes, y compris à celles qui avaient été exprimées par les habitants lors des réunions de concertation qui se sont tenues, à savoir une grande place animée où on va y retrouver de l'activité au pied d'immeubles, où les puces, et j'insiste sur ce point-là, c'est un sujet important, la question des puces, c'est aussi une partie de l'identité de la porte de Montreuil, retrouvent leur place et s'intègrent dans ce projet d'aménagement. Donc aujourd'hui, on est, on va dire, dans la phase opérationnelle, puisque comme l'a rappelé le maire, on est dans la phase du permis et des premiers travaux qui pourraient commencer dès 2023, avec notamment la démolition de la station-service Total, qui sera le premier acte qui va finalement amener cette transition sur la porte de Montreuil. Et j'insiste sur un point, d'ailleurs en lien avec le département de la Seine-Saint-Denis, la question de la gestion des sols pollués est un gros sujet qui est traité dans le cadre de ce réaménagement de la porte de Bagnolet. Les nuisances sonores, les nuisances de pollution liées à l'infrastructure routière, mais aussi la question de la gestion des terres polluées. Donc, c'est tout ce travail qui s'enclenche. Dernier mot, quand on parle de la porte de Montreuil, pour nous, c'est évidemment depuis quelque temps déjà le travail sur la ZAC de la fraternité, dont va vous parler Stéphane Beltran dans quelques instants, qui rentre dans une phase active. Et c'est entre les deux, ce gros site, le site du centre commercial Carrefour,
dont on connaît l'état actuel, qui a perdu de son attractivité, qui a vu bon nombre de ses enseignes quitter le centre commercial, qui ne correspond plus, y compris aux modes de consommation qui sont les nôtres maintenant. Vous savez que bon nombre de centres commerciaux, de gros centres commerciaux vivent mal ces derniers temps. Et donc, nous échangeons avec le propriétaire, qui est il y a Carrefour, mais c'est un fonds américain qui est propriétaire de ce centre commercial, pour anticiper l'évolution de ce site et nous permettre de le faire évoluer en même temps qu'évolueront la Porte de Montreuil, la ZAC de la Fraternité. Imaginez bien ce que vous a présenté le maire à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2026, de la Porte de Montreuil, elle sera entièrement réaménagée, la Croix de Chavaux de l'autre côté sera entièrement réaménagée et la ZAC de la Fraternité est en phase opérationnelle avec tout ce que ça veut dire, la requalification des commerces sur la rue de Paris, etc. Merci beaucoup, Monsieur Leschaker, pour toutes ces précisions donc, sur la porte de Montreuil. Je vous propose de prendre immédiatement une question d'un Montreuillois donc, qui a levé la main. Alors, on a Pascal qui a été le premier à lever la main. Pascal, vous avez votre vidéo activée et vous pouvez désormais prendre la parole. Bonjour, Pascal. Bonjour, ça va, vous m'entendez? C'est parfait, Pascal. Allez-y pour votre question. Très bien, moi, alors merci pour la présentation et les projets, il y a des choses très belles. Voilà, c'est très bien, j'ai hâte. Et non, mais c'est une question concernant le quartier de la Croix de Chavaux, du coup, un peu en bordure, c'est la rue de la Solidarité, donc qui fait la limite entre Montreuil et Vincennes. Moi, j'habite tout au bout de la rue Carnot, qui du coup, alors moi, je ne sais pas les tenants et les aboutissants, mais qui semble faire l'objet d'une sorte de litige entre Vincennes et Montreuil, puisque cette rue, en fait, est embouteillée tous les jours. Elle n'est pas assez large, elle est à double sens, elle n'est pas assez large pour qu'elle soit à double sens, parce qu'il y a aussi des places de stationnement tout le long. Donc les voitures, tous les jours, passent sur le trottoir pour pouvoir passer, ne peuvent pas passer, ça s'engueule, ça se fait des accidents. Et puis surtout, ça passe sur les trottoirs avec tous les enfants qu'il y a sur les vélos. Enfin bon, puis je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi ce n'est pas terrible que les voitures doivent passer, aient besoin de passer sur les trottoirs pour circuler à double sens. Donc je voulais savoir, dans le cadre de l'aménagement peut-être du quartier total et de Montreuil, où en sont les arrangements entre Vincennes et Montreuil pour vraiment cette situation est hallucinante. Hein, c'est vraiment la double sens. La route, c'est le trottoir des deux côtés. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Pascal pour cette question donc, sur les aménagements des trottoirs. Hein, finalement, comment on fait pour pouvoir apaiser la circulation, notamment sur la rue de Vincennes. Alors, Monsieur Leschaker, la rue de la Solidarité. Monsieur Leschaker, je vous laisse la parole et vous activez votre micro. Alors, du coup, je vais dire un mot si vous le permettez. Ah, Monsieur le maire, vous souhaitez prendre la parole? Bien sûr, je vous en prie, allez-y. Oui, effectivement, notamment avec les transformations qu'il y a eu sur la rue l'avenue Gabriel Péri et la création des pistes cyclables. Il y a eu aussi les effets de report de circulation qui doit maintenant nous conduire à nous interroger fondamentalement sur l'apaisement du quartier Carnot. Et donc, effectivement, il y a les discussions avec la maire de Vincennes, avec les services de Vincennes qui, eux aussi, pâtissent de ces effets d'embouteillage, je pense notamment aux abords de l'une de leurs écoles. Notre calendrier, c'est une concertation qui sera lancée avec vous, avec le quartier Carnot en septembre, dès que ça sera possible, de manière à très rapidement derrière mettre en place les modifications de sens de circulation, d'organisation qui permettent d'apaiser le quartier. Parfait, merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur Leschaker, vous souhaitez compléter ou vous passez à une autre question? Pardon, plus généralement, ça concerne ce qui a été dit, le quartier Carnot, mais à la demande du maire, il y a un travail qui est en cours avec notre collègue, notamment Olivier Stern, sur la question de l'apaisement des quartiers au sens large. D'ailleurs, ça fait écho à ce qui va se passer aussi sur le secteur du Bas-Montreuil. C'est-à-dire que toute la dynamique de projet dont on est en train de parler actuellement a évidemment des incidences sur nos espaces publics, l'organisation de la circulation automobile, l'accentuation du partage de nos espaces publics avec les créations de nouveaux espaces verts, de nouvelles voiries, je pense aux travaux sur la rue Marceau, etc. Donc, il va y avoir une déclinaison dans l'ensemble des quartiers de la ville sur la notion de l'apaisement de nos quartiers. Et par exemple, dans le secteur du Bas-Montreuil,
la place de la République, qui a connu une première phase de travaux qui ne concerne qu'à peine 20% de l'ensemble de la place. Donc, il faut imaginer ce qui va suivre avec le reste de l'aménagement. Vous voyez bien qu'on a piétonnisé la place, enfin, ce qui était le square est devenu une place, et donc tout ça a un impact sur nos modes de déplacement que nous sommes en train de travailler et qui feront l'objet d'assises de la mobilité et des déplacements. Merci beaucoup, Monsieur Leschaker, pour ces précisions. Alors, c'est super parce que vous êtes nombreux à lever la main ce soir et à vouloir prendre la parole. Je vais tout de suite proposer à Pierre Salé, de poser sa question. Nous allons activer votre micro. Pierre, vous revoilà. Nous allons activer votre micro et vous allez pouvoir communiquer avec nous. Bonjour Pierre. Bonsoir. Allez-y pour votre question. Alors, moi, ma question, déjà, je me félicite pour tous ces beaux projets pour notre ville. Mais ma question, en fait, va être dans l'investissement qui va être fait pour tous ces beaux projets. J'aimerais connaître en parallèle ce qui va être fait pour régler les problèmes de dépôts sauvages, le mauvais entretien de nos trottoirs et la mauvaise gestion des déchets qui sont très réguliers enfin, près de mon domicile et de manière générale dans la ville. Merci. Pierre, Pierre, est-ce que vous pouvez préciser votre rue ou Non, en fait, ma question plus générale, c'est donc il va y avoir donc ces investissements un peu pour embellir la ville et aménager et améliorer la vie de Montreuillois. Et en parallèle, si la situation dans la gestion des déchets, dans la gestion de la propreté de nos rues de manière générale n'est pas améliorée, j'ai l'impression que ces investissements seront moins mis en valeur et risquent de se détériorer si on ne donne pas une bonne image et si on n'incite pas les gens à respecter en fait leur cadre de vie. Très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour cette question donc, qui mêle effectivement cadre de vie, évolution de la ville et puis respect des règles de propreté urbaine. Est-ce que, Monsieur le maire, une réponse sur le sujet? alors peut-être quelques mots. D'abord sur l'état des trottoirs, qui est effectivement l'état de notre voirie est un sujet et nous n'avons parfois pas tous les moyens pour faire face à une amélioration rapide partout de notre voirie. Je veux dire à Pierre que sur le sujet particulier de ce bas Montreuil, des projets dont nous parlons, les taxes d'aménagement et les projets qui sont prévus vont conduire à rénover les espaces publics environnants. Et donc, il y a une série de rues qui vont être évidemment totalement transformées par ces projets. C'est aussi ce que nous permet le système de ZAC ou le système de la taxe d'aménagement, que de nous libérer un peu d'air, un peu d'oxygène, un peu d'argent pour rénover les espaces publics. Après, vous avez raison, le sujet de l'entretien de nos espaces est important. Je ferai remarquer qu'un des problèmes qu'il y a dans le Bas-Montreuil, c'est que les rares espaces publics qui existent sont extrêmement occupés et donc sont très vite saturés. C'est aussi, à mon sens, l'enjeu d'ouvrir de nouveaux espaces que de permettre aussi qu'ils soient moins saturés et donc en meilleur état tout au long de la journée. Pour le moment, Gaylor Leschaker le disait, il y a simplement un tiers de la place de la République qui a été refaite. Évidemment, ça va tout changer lorsque les 2 tiers seront dans une situation différente. Sur le sujet de la propreté, je veux dire plusieurs choses. La première chose, c'est que nous avons fait beaucoup de lobbying pour changer la loi et que désormais les décrets d'application sont parus et ça va changer notre capacité d'agir, notamment sur les dépôts sauvages où, vous le savez, nous avons créé une brigade propreté. Il fallait systématiquement envoyer les gens devant les tribunaux avec un système qui était un système extrêmement compliqué et coûteux pour la collectivité. Le législateur nous a entendus et on va pouvoir maintenant mettre des amendes
beaucoup plus lourdes, sans passer par les tribunaux et sans être dans l'obligation de se justifier de la même manière. Et ça a déjà commencé à produire des effets. On était à peu près à 350, 400 points de ramassage, enfin de dépôt sauvage réguliers. On est à une cinquantaine à présent, dont un certain nombre sont parfois dus d'ailleurs à des commerçants indélicats. Et le fait qu'on puisse mettre plus facilement des amendes de 500-600 euros, évidemment, crée un impact plus grand. Je vous signale que dans la phase précédente, quand par exemple on prenait une photo d'un véhicule ou à la caméra d'un véhicule en train de déposer des tonnes de déchets sur notre territoire, nous n'avions pas le droit de nous appuyer sur ces photos ou sur la plaque minéralogique pour poursuivre la personne. On était obligé de prouver l'identité de la personne, ce qui évidemment n'était jamais le cas puisque c'était distant. L'infraction était constatée de manière distante. Maintenant, tout comme en matière d'infraction routière, nous aurons la possibilité, sur la base des plaques minéralogiques, de poursuivre le propriétaire du véhicule. Charge ensuite, si ce n'est pas ce propriétaire qui estime avoir fait commis l'infraction, de dire qui a utilisé son véhicule pour ce faire. Et puis, dernier élément, je pense qu'on a évidemment aussi des sujets de meilleure organisation. L'adjoint au maire, Luc Digalo, a commencé à changer aussi dans le lien avec Est Ensemble un certain nombre de processus de travail. Et je pense que notamment sur les tas sauvages, nos tonnages hebdomadaires ont recommencé à augmenter, ce qui est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on ramasse plus. Voilà en quelques mots, mais j'ai conscience que de toute façon, sur ces sujets, c'est un travail quotidien, continu et sur lequel il faut jamais rien lâcher. Effectivement, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ces précisions. C'est vrai que c'est des sujets qui sont en prise avec le quotidien et fort importantes. Du coup, je vais vous proposer de passer la parole à la première femme qui va nous poser une question ce soir, Lauriane. Lauriane, vous allez pouvoir poser votre question et je vais inviter Gaylor Lechecker et Patrice Bessac peut-être à être un peu plus concis dans leur réponse afin que chaque Montreuillois puisse participer parce que nous avons déjà 4 autres mains levées et beaucoup de questions sur le chat qui s'accumulent. Alors du coup, je vais tout de suite passer la question à Lauriane pour qu'elle puisse dialoguer avec ses élus. Lauriane, c'est à vous. Merci. Bonsoir. J'ai entendu, Monsieur Bessac, votre point sur la réflexion en cours sur un groupe scolaire, un nouveau groupe scolaire sur le BAM Montreuil. Vous m'envoyez ravie. En attendant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles du BAM Montreuil sont rattachées globalement à Marceau, Voltaire et Françoise Dolto. Marceau a été bien rénové avec des trottoirs aux alentours du groupe scolaire qui ont été également rénovés. Alors, vous allez me dire, c'est encore le sujet des trottoirs, mais je pense que c'est quand même un vrai sujet. Pour le coup, sur les écoles sur les rues autour de Voltaire et autour de Françoise Dolto, il faut bien avoir en tête que certaines familles habitant, par exemple, sur la rue de Lagny, ont des temps de trajet d'environ 15 minutes à pied avec des poussettes, avec des enfants qui marchent en bas âge, qui ne marchent pas très vite. Et malheureusement, aujourd'hui, le trajet, c'est quand même très, très problématique. Les premiers problèmes, c'est plutôt des problématiques de danger. En fait, je ne vais même pas parler du confort de trajet, c'est-à-dire je ne vais même pas parler des trottoirs qui sont dans des états qui sont très abîmés, quasiment impraticables avec une poussette. Ça, je ne vais même pas en parler. Par contre, ce dont je vais parler, c'est quand même des dangers. Aujourd'hui, il y a sur certains trajets des zones de vrais dangers, des croisements qui sont sans feu. Je pense par exemple au croisement de la rue Cuvier et de la rue Robespierre, mais il y en a d'autres. Des dangers aussi parce que les trottoirs sont trop étroits pour peu qu'il y ait une poubelle qui ne soit pas rentrée ou des travaux, etc. On est obligé avec les poussettes de passer sur la rue. Vous imaginez bien, on parlait tout à l'heure des voitures sur le trottoir. À l'inverse, les piétons sur la rue, c'est assez dangereux également.
surtout avec Alors, des Lauriane, enfants. excusez-moi, je vais juste vous couper un instant parce qu'on sent votre conviction dans votre J'ai prise de fini parole. ma Mais question. peut-être, J'ai voilà, je fini vais ma vous question. inviter J'ai à fini ma poser votre question. question. Donc, votre J'ai fini question ma était question. Ma vraiment sur question, les aménagements des trottoirs exactement. autour des groupes scolaires, autour des écoles. Du Exactement. coup, je ne sais pas qui entre Monsieur Le Shaker ou Monsieur Bessac, qui souhaite répondre à Lauriane. Moi, j'étais un peu lent, je vais laisser Gaylor Le Shaker répondre. Alors, Monsieur Le Shaker, allez-y sur la sécurisation peut-être des abords des écoles. Oui, on l'a indiqué, et c'était un des engagements qu'on a porté pendant la campagne électorale, conscient des difficultés, des problèmes de sécurité que vous avez évoqués, Madame, aux abords des écoles. Un certain nombre de travaux ont été faits dans le précédent mandat. Certains, d'ailleurs, se sont inscrits dans le cadre des projets de budget participatif. Et si je prends en particulier l'exemple de l'école Dolto, dont vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, typiquement, c'est effectivement une des rues où les services travaillent déjà en termes d'analyse, de conséquences en termes de rapport et de report de flux, mais par exemple à la piétonisation de l'abord des écoles dans le cadre des dispositifs qu'on appelle les dispositifs rue aux enfants, qui permet de sécuriser au moment où il y a les plus grandes influences, les abords des écoles, de permettre aux enfants de cheminer de manière totalement sécurisée. Donc très concrètement, c'est la réflexion en cours avec notamment Dominique Attia, et qui se fera évidemment en lien avec les directions d'école, la communauté éducative et les parents. Et vraiment, j'insiste, effectivement, vous avez raison, pendant très longtemps, la voirie a été, comment dire, insuffisamment dotée en financement. C'est pour ça que dans le mandat précédent, et encore dans le mandat qui s'engage, plusieurs millions sont destinés chaque année à de la rénovation de voirie. Mais la logique de la rustine ne règle pas ce que vous dites. C'est-à-dire que pendant longtemps, on avait des petits trottoirs, on avait surtout des voiries qui étaient conçues pour répondre aux besoins automobiles. Et donc, la partie destinée aux circulations autres, vélos, trottinettes, piétons, poussettes, personnes aussi, n'oublions pas, à mobilité réduite, n'étaient pas prises en compte. Et donc, aujourd'hui, vous avez les grands axes déjà qu'on essaye de traiter. Il y a l'exemple de la rue Marceau. Il y a le travail qui a été engagé sur la rue de Paris avec le soutien du département pour permettre d'élargir, de sécuriser les traversées. Et ensuite, il y a tous les points noirs que vous avez ciblés, qui sont recensés, notamment sur la question des traversées. Alors, il y a les interventions physiques, humaines, pour permettre de sécuriser la traversée des enfants aux heures de pointe. Mais il faut, et c'est le travail qui a été évoqué par Monsieur le maire tout à l'heure autour de la ville apaisée, avoir un travail sur l'apaisement de la circulation dans le cœur de nos quartiers et de l'accompagner par le programme pluriannuel d'investissement sur la rénovation de la voirie. Et j'insiste sur ce point et j'arrête là. Ce qui a été dit par le maire sur la taxe d'aménagement, c'est très montreuillois ça. C'est-à-dire qu'à Montreuil, nous assumons le fait de mettre à contribution les promoteurs. Nous avons mis la taxe d'aménagement au taquet, le plus haut. C'est-à-dire vous construisez à Montreuil, vous participez par cette taxe à la fois au financement des équipements et à l'évolution de nos espaces publics. Trop longtemps, cela n'a pas été fait et avec les conséquences qu'on a vues dans les zones où il y a eu la plus forte densification. Merci beaucoup, Monsieur Le Shaker, pour toutes ces précisions. Alors, ça fait déjà 1 heure que nous sommes ensemble et nous avons encore beaucoup de questions et 2 thématiques à aborder ensemble. Je vous propose de conserver encore une dernière question sur cette première thématique, puis après de passer au reste du programme de notre soirée. Je vais devoir faire un choix un petit peu douloureux et vous allez vraiment m'en excuser, j'en suis sûre. Je vais céder la parole à Paul. iPhone de Paul qui lève la main pour pouvoir prendre la parole et puis poser sa question immédiatement aux élus. Allez-y, Paul. Bonsoir, je vous remercie. Bonsoir, Monsieur le maire, et bonsoir à toute l'équipe. Merci pour cette présentation, des projets très inspirantes. Je vis moi-même à Montreuil depuis 5 ans et je vis place de la République. Et effectivement, on a hâte que les projets de la phase 2 et la phase 3 de travaux de la place de la République avancent. Le cadre de vie va être magnifique et on sera tous très heureux avec nos familles d'y vivre. Avant cela, Monsieur le maire, et avant cela, Monsieur le Shaker, je me permets de partager notre quotidien. Place de la République, nous avons tous les jours des jeunes dealers qui sont installés à proximité d'une épicerie qui est ouverte de jour et de nuit. Ces dealers squattent régulièrement, quasiment tous les jours, notre cage d'escalier, insultent,
intimidation, deal au vu et au su de tous, enceinte posée devant l'immeuble. Bref, on vit franchement un enfer alors que les projets que vous nous présentez sont extrêmement inspirants et donnent envie. Et on ne sait plus vers qui se tourner et quoi faire, sachant que beaucoup d'entre nous sont vraiment dans une situation psychologique de détresse qui est dure à supporter. J'imagine que la sécurité est un enjeu pour vous aussi, notamment dans le cadre de ces projets. Avez-vous connaissance de ces enjeux Place de la République et pouvez-vous apporter des solutions pour nous aider sur ces projets ? Merci beaucoup Paul pour ces questions. Alors on voit que quand on parle d'aménagement et d'avenir, il y a aussi le quotidien qui revient et des problématiques immédiates de sécurité. Alors je vous indique que Loline Bertin, adjointe au maire en charge de la sécurité, est présente parmi nous ce soir et elle pourra aussi répondre à Paul directement sur cette question. Du coup… Peut-être juste un mot avant de passer la parole à Loline Bertin. Dire qu'à mon avis, il y a une des réponses, c'est le sujet de réaménagement de la place. Parce que nous sommes là, à cet endroit-là, entre guillemets, en fond de place. Vous le connaissez très bien, il y a l'espace en friche, il y a un peu à côté des bâtiments, il y a un squat un peu derrière qui est cause aussi et qui est source de difficultés. Et une des choses que nous avons observées fondamentalement en termes de nuisance sur l'espace public, de difficultés, et Pierre, c'est des difficultés qu'évidemment je connais bien, donc je sais la difficulté et pour les habitants et aussi à différents moments pour les agents du service public. C'est à chaque fois la solution durable a été aussi une solution dans laquelle, en requalifiant l'espace public, en favorisant des usages plus vertueux, cette place des gens dans l'espace public, d'une certaine manière, cette reconquête d'un espace public apaisé, a permis de faire reculer les phénomènes de nuisance, d'insécurité, parfois de violence. Et c'est pour cela que, comme vous, j'ai une certaine hâte maintenant que la phase 2 de l'opération d'évolution de la place de la République commence. Loline, je ne sais pas si… Oui, elle est parmi nous. Madame Bertin, une réponse pour Paul. Merci Elsa. Bonsoir Paul. En effet, le dossier que vous soulevez est un sujet que nous suivons de près et qui nous préoccupe également pour les raisons que vient d'évoquer Monsieur le maire. C'est un sujet en premier lieu qu'on suit avec le commissariat de police et je vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à vous rapprocher de nous, peut-être par mail ou en privé pour qu'on puisse regarder ensemble si les bonnes démarches ont été réalisées. J'ai eu l'occasion d'accompagner sur ce sujet un certain nombre de vos voisins, notamment en termes de plaintes et de suivi. En parallèle de cette action-là, puisque l'action avec le commissariat permet un certain nombre d'interventions, mais ne permet pas de progresser autant qu'on le souhaiterait sur le traitement de la problématique. Nous avons également, avec Monsieur le maire, saisi le parquet sur ce dossier-là, notamment afin d'obtenir des réponses judiciaire sur cette problématique qui dure depuis de longs mois. Et puis, dans le cadre du réaménagement qui a été évoqué, nous prévoyons également de déployer la vidéoprotection sur la place de la République, notamment afin d'aider les services de police dans leurs enquêtes et dans leurs interventions, compte tenu des problématiques que vous soulevez. En tout cas, moi, ce que je souhaite vous dire ce soir, c'est qu'on est à votre disposition pour avancer ensemble sur le sujet, comme on peut le faire avec l'ensemble de vos voisins sur cette problématique bien connue et que l'on traite en lien avec nos partenaires compétents, à savoir le commissariat de police. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi en dehors de la réunion pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Merci beaucoup, Madame Bertin, pour toutes ces précisions extrêmement concrètes. Du coup, je vais vous proposer de passer à la deuxième thématique de notre soirée et je vais m'excuser platement auprès de Nils, Samuel et Sylvain qui avaient levé la main pour une question. Je les invite à écrire leurs questions directement dans le chat afin qu'on puisse leur apporter une réponse. Bien sûr, toutes les questions que vous posez ce soir, si vous n'arrivez pas à les formuler en direct, vous pouvez les poser dans le chat et une réponse vous sera apporter directement.
Donc, je clôt cette première thématique qui portait sur la porte de Montreuil, la croix de Chavaux, pour ouvrir notre deuxième thématique du soir qui va porter sur le logement. Donc, le logement, l'habitat indigne, la ZAC Fraternité, avec Monsieur Stéphane Beltran qui nous accompagnera sur cette thématique. Je vous invite déjà à préparer vos questions donc, sur la thématique du logement, de la ZAC Fraternité et de l'habitat, de la lutte contre l'habitat indigne. Monsieur Beltran, vous avez la parole pour votre présentation. Merci Elsa, bonsoir à toutes et à tous. La lutte contre l'habitat indigne dans notre ville est une tradition qui dure depuis maintenant plusieurs décennies. On l'a définie sous le mandat précédent et sous notre début de mandat avec des axes principaux qui sont le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, le PNR-CAD, donc la ZAC Fraternité, mais beaucoup de choses ont déjà été dites sur la ZAC Fraternité. Et à travers le PNR-CAD, le Programme national de la requalification des quartiers anciens dégradés, il y a un volet, donc je vais vous parler après, un volet incitatif sur la réhabilitation de l'habitat privé, les monopropriétés ou les copropriétés qui sont j'allais dire en déshérence, mais pas tout à fait, qui ont besoin d'un coup de main de l'emprise publique pour améliorer les conditions de vie des propriétaires et de leurs locataires. Le PNR-CAD, il nous permet bien sûr avant tout, et c'est très important pour moi, c'est un enjeu important, c'est un enjeu social. Éviter que l'attractivité et la requalification du quartier de la ZAC Fraternité et du Bas-Montreuil ne se traduisent par l'éviction des couches populaires. C'est pour moi fondamental, c'est pour ça qu'il y a le PNR-CAD. Si on détruit du logement, on reconstruit du logement, et pendant la reconstruction, les gens se relogeaient dans le parc social et après, nous revenons avec le même pourcentage de logement social sur le quartier où nous avons mené ces actions. Ça permet aussi, le PNR-CAD, d'intervenir sur l'habitat existant, améliorer les conditions de logement, maintenir sur place les ménages occupants, lutter contre la précarité énergétique. Ça permet aussi de renouveler le tissu urbain, résorber l'insalubrité structurelle proposée, un parc social de droit en remplacement du parc social de fait. De fait, depuis des années, des propriétaires ont loué des appartements dans des états, des passoires énergétiques, dans les états qui créent des gros problèmes d'humidité dans le logement pour les enfants, pour les familles. Et là, grâce au PNR-CAD et dans la ZAC Fraternité, on peut passer à un mode de parc social de droit. Produire du logement en secteur dans un marché tendu et diversifier l'offre de logement. Quand on parle de diversifier l'offre de logement, ça sous-entend que, bien sûr, on va maintenir les 36 à 40% de logement social présents dans le quartier de la ZAC Fraternité et sur la rue de Paris, mais on se permet aussi, grâce au PNR-CAD, de donner la possibilité d'une mixité d'habitat qui crée la mixité sociale de notre ville et la richesse de notre ville, en faisant de l'accession sociale à la propriété, en faisant de l'habitat participatif. Requalifier les espaces publics et développer les équipements publics adaptés aux besoins. Là, requalifier les espaces publics, je pense à ce que disait Patrice tout à l'heure sur l'îlot d'Alembert. Cet îlot où il y avait la station-service de Carrefour et qui va devenir en fait un espace avec un espace aménagé, un square ou un espace public où les gens pourront aller se promener avec leurs enfants de 2000 m², où il y aura du logement social, où il y aura aussi un espace culturel. Enfin, c'est ça aussi que nous permet le PNR-CAD. C'est de développer des équipements publics adaptés aux besoins de la population. Et bien sûr, il y a un facteur qui est extrêmement important dans les possibilités que nous offre cet outil, qui est le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, c'est restructurer le tissu commercial et l'activité artisanale. Comme disait Monsieur le maire, nous ne pouvons pas envisager de recréer un quartier en mono-activité, c'est-à-dire un quartier uniquement dédié au logement social. Nous avons vu que les échecs dans lesquels ça nous menait dans certaines villes, et donc il faut que nous arrivions à avoir des programmes de réhabilitation et de rénovation de nos quartiers qui permettent l'existence de nouvelles activités artisanales, d'un tissu commercial, de logement social, de l'accession sociale, de l'habitat participatif. J'aimerais vous parler, parce que c'est un volet important pour moi, du volet
qui concerne dans le PNR-CAD le volet de réhabilitation de l'habitat privé. Pourquoi c'est important pour moi? Vous pourriez me dire, par exemple, bah, mais on s'en fout, c'est les propriétaires, ils ont les moyens de se payer un logement ou de se payer un immeuble, donc on les laisse, et puis ben non, on les laisse pas. On les laisse pas parce que j'ai un exemple qui me vient à la tête et qui est extrêmement déplaisant, c'est la ville de Marseille et la rue d'Aubagne, la ville de Marseille et la rue d'Aubagne. Si la volonté politique à Marseille avait été de faire des OPARU et donc de donner un coup de main aux propriétaires privés pour rénover leurs logements, les immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille ne se seraient pas effondrés. Voilà pourquoi ce plan-là, ce volet-là du PNR-CAD est extrêmement important pour moi. Il y a, sur le premier volet, on a fait un premier volet d'opération programmée d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain, OPA-RU, qui a commencé en 2014, qui devait finir en 2019, à laquelle on a rajouté une année. Et donc, il s'est fini en 2020. Ça concernait 31 adresses, donc 438 logements. Et ça a été mené en accompagnement avec la Société de requalification des quartiers anciens dégradés, la SORECA, qui est aussi maître d'œuvre sur la ZAC Fraternité dans le cadre du PNR-CAD. Ce volet-là, cette première convention, bien sûr, c'est des conventions avec la SORECA, avec la ville, avec Est Ensemble, hein, a donné un taux de réussite d'à peu près 75% en termes de réhabilitation. C'est-à-dire, sur les 31 adresses ciblées et les 438 logements, nous sommes arrivés à soit 22 immeubles ont été concernés en termes de rénovation thermique et 307 logements. Les difficultés, nous les rencontrons quand nous avons affaire à des monopropriétés. Monopropriétés, par exemple, un immeuble de 6 étages avec un seul propriétaire, qui se sent, alors je vous rappelle que c'est incitatif, hein, ce projet, ce n'est pas coercitif. Hein. Donc un monopropriétaire qui se sent en toute puissance et qui dit non, moi je m'en moque, mes locataires ils sont bien, il n'y a pas la peine de rénover, alors qu'il y a un vrai besoin d'isoler thermiquement les façades, vous le savez, pour éviter les passoires thermiques, alors qu'il y avait un vrai besoin de rentrer dans les logements pour remettre à neuf les équipements sanitaires, électriques. Voilà. On rencontre cette difficulté avec les monopropriétés, mais nous continuons, nous rentrons dans un deuxième cycle d'OPA-RU sur la rue de Paris, mais aussi sur la Croix de Chavaux, un deuxième cycle qui va nous mener à réhabiliter 12 immeubles autour de la Croix de Chavaux. Pourquoi la Croix de Chavaux? Parce que nous pensons que si nous menons bien la requalification urbaine de la place Jacques Duclos, il est nécessaire que nous nous attelions aussi à la réhabilitation des immeubles qui en ont le plus besoin autour de cette place. Il va sans dire qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait une requalification de la place Jacques Duclos et des immeubles qui sont en déshérence ou dans des difficultés résidentielles, faute de copropriété active et performante. Donc, sur ce programme-là, nous entamons 36 adresses, toujours sur la rue de Paris, et 36 adresses en tout, donc 12 autour de la Croix de Chavaux. Ça représente 384 logements, avec comme axe principal, bien sûr, la rénovation thermique et la lutte contre la précarité énergétique et la lutte contre l'habitat indigne. Là, donc 2020, on a fini le premier volet. Nous entamons là, en 2021, le deuxième volet. Et voilà pour ce qui est du PNR-CAD, dans sa composante ZAC Fraternité, et dans sa composante OPA-RU vis-à-vis de la réhabilitation de l'habitat privé. Je voulais vous parler aussi de l'office public, Patrice l'a dit, hein, c'est 3191 logements qui vont être réhabilités, rénovés. Quand je dis logements, c'est aussi les façades qui vont être isolées pour permettre à nos locataires d'avoir des coûts énergétiques qui en baisse. 3191 logements sur l'ensemble du territoire de la ville pendant le mandat actuel. Mais c'est aussi sur le Bas-Montreuil, vu qu'on est sur le Bas-Montreuil, c'est aussi la réhabilitation du site d'Holbach. Le site d'Holbach pour l'office HLM, c'est le site qui est au-dessus du carrefour à la porte de Montreuil. C'est un bâtiment dont nous allons commencer la réhabilitation avec l'office public. C'est la réhabilitation du groupe Mines Marceau. Et je vous encourage d'ailleurs à aller voir ce qu'on a fait au 66 rue Édouard Vaillant.
une réhabilitation qui a été menée à bien et terminée sous le mandat précédent, où nous avons fait des séries d'ascenseurs par les façades parce que les cages d'escalier étaient trop petits. C'est assez impressionnant, des capacités de production et de réhabilitation de l'office. Donc, 3191 logements pendant le mandat en cours. Si je vous parle de la lutte contre l'habitat indigne, je ne peux pas ne pas vous parler du travail que fournit le service communal d'hygiène et de santé, parce que travaillent au quotidien sur cette problématique d'habitat indigne. Ils vont chez les locataires, ils vont chez les propriétaires, ils font des rapports qui donnent ensuite lieu à des arrêtés d'insalubrité, des arrêtés de péril ou des arrêtés de péril immédiat ou d'autres arrêtés qui permettent de vider les immeubles en grande précarité et de penser à autre chose pour rénover ces immeubles. Voilà, je me laisse embarquer. Donc, merci au service communal d'hygiène et de santé, et avec qui, j'espère, nous allons pouvoir mettre en place le permis de louer. Permis de louer, nous l'avons voté au conseil territorial, nous l'avons voté au conseil municipal, et nous sommes là dans le temps de latence de 6 mois qu'il faut avant qu'on puisse le mettre en place. Le permis de louer, je vous rappelle, c'est un dispositif. Si le service communal d'hygiène et de santé fait des rapports et fait des arrêtés d'insalubrité, grâce au permis de louer, on pourra obliger le propriétaire à faire des travaux avant qu'il remette le bien en location. Parce que pour moi, élu au logement, c'est une vraie problématique. Je reloge des gens qui vivent dans des logements totalement indignes. Et quelques semaines après, le propriétaire remet de nouvelles familles dans ces logements. Donc, le permis de louer va nous permettre peut-être de maîtriser un peu plus les propriétaires indélicats. En parlant de ça et du permis de louer, je passe à autre chose, à l'encadrement des loyers. Patrice Bessac en a parlé. L'encadrement des loyers, nous avons déposé en juillet 2020, quand je dis nous avons déposé, c'est les élus d'Est Ensemble et le territoire d'Est Ensemble, hein, auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis, un dossier pour que nous puissions bénéficier de l'encadrement des loyers. Juillet 2020. Là, j'ai appris récemment que le dossier était arrivé au ministère. Il se trouve que j'ai pu rencontrer Elisabeth Vargon professionnellement quand j'étais éducateur à Emmaüs, et je ne doute pas de sa fibre sociale qui va nous permettre de mettre en place le permis de louer sur le territoire d'Est Ensemble. Et il y a un dernier point que je voulais voir avec vous, c'est l'organisme foncier solidaire. Donc, je suis en charge de la création d'un organisme foncier solidaire sur le territoire d'Est Ensemble. Cet organisme va nous permettre, en maîtrisant le foncier, de créer les conditions d'accession à travers le bail réel solidaire à des prix, moi je dis 30% moins chers que les prix des marchés, ce qui va nous donner un nouvel outil de lutte contre la spéculation foncière et un nouvel outil pour donner à nos concitoyennes et nos concitoyens qui en ont envie un parcours résidentiel ascendant, comme on peut dire. Voilà ce que je pouvais vous dire en essayant d'être concis, parce que sinon, si vous me laissez parler, je vais parler 2 heures. Voilà. Merci. Ce que je pouvais vous dire sur la lutte contre l'habitat indigne sur la ville. Merci beaucoup, Monsieur Beltran, pour cette présentation très complète. Du coup, je vais vous rappeler un petit peu les procédures pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat en trouvant l'intervenant question et en lui écrivant directement votre question, ou alors, et c'est la solution qu'on préfère, lever la main pour pouvoir dialoguer en direct avec vos élus. Dans ces cas-là, vous cliquez en bas à droite de votre écran le petit plus avec les 3 petits points. Vous allez dans réaction, puis vous cliquez sur le bouton lever la main. J'ai du coup deux Montreuillois qui lèvent la main pour pouvoir poser leurs questions. Alors, on a Monsieur G ou Madame, je ne sais pas, Bordet, Madame, je suis très contente de voir une femme qui prend la parole ce soir, puisque je sais que nous sommes nombreuses, mais allez-y, vous pouvez aussi dialoguer avec vos élus et prendre la parole. Alors, allez-y, Madame, pour votre question à Monsieur Beltran. Oui, alors vous avez donné beaucoup de précisions par rapport à une question que je me pose depuis le début. La question centrale, bon,
Monsieur le maire et vous-même avez souligné l'importance de la mixité sociale à Montreuil et la difficulté, enfin, moi je souligne la difficulté de préserver cette mixité sociale dans un contexte d'inflation des loyers et des prix à Montreuil. Et la question à laquelle vous avez répondu, mais j'aimerais avoir des précisions plus concrètes, c'est comment est-ce que vous faites, je pense au projet Fraternité par exemple, pour garantir que les personnes dont le logement va être réhabilité ou qui vont avoir accès à des logements sociaux seront effectivement relogées dans le même quartier avec un loyer qui sera le même loyer que celui qu'ils payaient jusque-là, y compris dans de l'habitat insalubre. Et comment on fait aussi pour que la scolarité des enfants ne soit pas interrompue? Parce que le phénomène classique, c'est si on les reloge en logements sociaux au Ruffin ou au Morillon, ils seront scolarisés là-bas, ils ne reviendront pas dans le centre-ville de Montreuil. Et ça, c'est un phénomène qui contribue à creuser les écarts entre le haut et le bas de Montreuil. Merci Madame pour cette question. Donc une question sur quand on réhabilite en fait un quartier, comment on fait pour reloger les habitants de ce quartier pour leur permettre d'avoir un parcours continu. Monsieur Beltran, est-ce que vous avez une réponse? Oui, effectivement, il y a une partie des gens qui sont dans le site de la ZAC Fraternité, qui ont été relogés par des bailleurs sociaux, que ce soit l'office public ou d'autres bailleurs sociaux, les ESH, les établissements privés de logement social, sur la ville, ailleurs que dans le quartier. Puis il y en a d'autres qui sont restés parce que les logements et la structure du bâtiment permettaient que le travail s'affait avec des gens habitant l'immeuble ou le bâtiment. Après, ça se fait. Moi, j'ai pas eu encore de retour me disant que les gens ne voulaient pas bouger ou voulaient rester sur place dans le quartier Fraternité. Les gens qu'on a relogés sur d'autres quartiers de la ville, que ce soit à l'office ou sur des bailleurs sociaux privés, étaient consentants. On a obligé personne. On n'a obligé personne. Mais par contre, le taux de quasiment 40% de logement social qu'il y a dans le bas Montreuil sur la ZAC Fraternité va être maintenu. Alors peut-être avec de nouveaux arrivants. Je vous rappelle que sur le service logement, il y a un peu plus de 8000 demandeurs de logement qui attendent un logement social. Et là où on aura pu conserver les familles sur les sites, elles vont rester sur les sites. Merci beaucoup, Monsieur Beltran, pour cette réponse. Alors, j'ai une autre personne, un autre Montreuillois qui lève la main, mais je ne connais pas son nom. Il y a simplement indiqué iPad. Du coup, la régie, peut-être, est-ce que vous pouvez allumer le micro de ce monsieur? Monsieur, vous avez la parole. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bonjour. Je vous prie de m'excuser parce que je voulais poser des questions sur le bas Montreuil et je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas. Alors, effectivement, nous avons clôturé la thématique sur le bas Montreuil. Nous passons sur le logement. Oui, et je vous prie de m'excuser. Laissez la place à quelqu'un d'autre et 1000 excuses et bonne soirée. Il n'y a pas de problème, monsieur. Alors, vous pouvez évidemment poser votre question dans le chat. Oui, en chat, et là, les élus pourront vous répondre directement. N'hésitez surtout pas à utiliser ce moyen aussi de communication car ils sont là et ils pourront en direct vous rédiger une question. Du coup, je vois que Génia, Madame Génia, j'espère que je prononce bien votre prénom, Madame, a levé la main pour une question aussi sur le logement. Est-ce que votre micro est allumé? Il va l'être. Voilà. Allez-y, Madame, pour votre question. Alors moi non plus, je n'ai pas vraiment une question sur le logement. J'ai d'ailleurs pas de question du tout. Je voulais juste dire que j'étais très contente d'entendre toujours parler de grands projets avec des belles paroles. Vous avez toujours réponse à tout quand on vous demande quelque chose. Mais je peux vous dire que les Montreuillois ne sont pas satisfaits de leur cadre de vie. La saleté est terrible. Les embouteillages sont terribles. La voirie se dégrade. Les rodéos sauvages, etc. Enfin bon, ça n'arrête pas. Je trouve que c'est très bien, vous faites beaucoup de social, j'en suis très contente, mais je pense que la mairie, la municipalité doit aussi rendre le cadre de vie agréable pour tous les Montreuillois, pas uniquement les cas sociaux. Et je trouve que…
Merci madame. Je suis désolée, j'ai usé de mon droit à couper le micro parce qu'effectivement nous sommes dans une réunion publique où il est question d'échange, de dialogue et de questions-réponses. Bien sûr, si vous avez des commentaires ou des indications à donner à vos élus, vous n'hésitez pas à leur écrire, que ce soit par mail ou par courrier ou par n'importe quel autre biais. Ils ont des permanences où c'est ouverte, où vous pouvez leur faire part de vos critiques, hein, parce qu'on est voilà dans un dialogue constant. Mais ce soir, du coup, le débat porte sur les questions du logement et sur les questions de l'habitat indigne, de la rénovation de la ZAC Fraternité, des sujets centraux pour toute une partie de la population montreuilloise. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ces sujets et peut-être que nous pourrons à l'avenir recréer des moments d'espace de débat, de dialogue sur les problématiques plus prégnantes que vous soulevez actuellement. Je vais passer la parole à Johanna. Johanna voilà, oui madame, c'est vous. Vous allez pouvoir prendre la parole pour poser votre question. Allez-y, votre micro est activé. Allez-y Johanna. Oui, je salue tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Et Monsieur Stéphane Beltran, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, avant le confinement, parlait tout à l'heure au sujet de logements qui sont pas très corrects. Voilà, donc moi j'habite dans un logement comme ça. Justement, j'ai mis un petit châle parce que je commençais à avoir froid. Et j'aimerais bien savoir, voilà, cet logement, ça m'est pourri la vie. Voilà, ça m'est pourri la vie et ça me rend malade. J'ai dans toilette 14-8. Voilà, comme il pleut, c'est insupportable. Donc, moi, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous venez pour isoler le logement à Fanny de Werp. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, madame, pour cette question effectivement très importante et qui touche un grand nombre de personnes. Hein. C'est la question de l'isolation des logements, l'isolation thermique, un sujet d'actualité prégnante. Monsieur Beltran, est-ce que vous avez une réponse à apporter ? Bien sûr, ouais, merci de me poser cette question. Fanny de Werp, comme vous le savez, ça fait partie du groupe Le Morillon-Montreux de l'Office public. C'est bien un logement dans lequel vous êtes, un logement de l'Office public, Madame Johanna Kaczynska? Oui. Donc, c'est un des sites de l'Office qui est concerné par l'ANRU 2. Et normalement, la réhabilitation des bâtiments a commencé en 2020 et doit se continuer là sur Fanny de Werp, si ça n'a pas encore été fait, durant le courant 2021, dans le cadre de l'ANRU 2. Il y a la reprise des façades et l'amélioration des logements intérieurs. Je ne sais plus exactement ce qui est prévu dans le programme au niveau des salles de bain, de l'électricité. Mais confirmez-moi que vous êtes bien dans un logement public, hein, du parc de l'Office. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Voilà, si, je suis dans le logement public et mon logement, il est très beau, si vous voulez, mais je l'ai bien aménagé et tout. Mais si vous voulez, avant, j'habitais à Grand Péchet et 3 ans et demi bricolage, après, j'étais agressée et j'ai déménagé ici. Je remercie messieurs maires que j'étais délogée comme ça rapidement, mais malchance, voilà. Et là, franchement, ça prend des proportions énormes parce que moi, je suis allergique et je souffre, vraiment je souffre et je crains, comme il y a la pluie, c'est insupportable, j'ai tout mouillé dans l'armoire. Madame Kaczynska, comme je vous l'ai dit là précédemment, je vous avais entendu, il y a le programme de réhabilitation de l'ANRU 2 qui est en train d'être, qui est là, opérationnel sur le site Montreux-le-Morillon, donc votre immeuble va être réhabilité, va être isolé par les façades. Si jamais vous avez besoin de me joindre, ben vous m'envoyez un mail, vous contactez l'Office, vous leur dites que vous voulez me rencontrer et je vous recevrai en permanence à l'Office. D'accord?
Parfait, merci beaucoup Monsieur Beltran. Monsieur Beltran vous invite à prendre directement rendez-vous avec lui, hein. Vos élus sont effectivement accessibles, hein. N'hésitez pas à les contacter par mail, par courrier ou lors de leur permanence. Ils sont à votre écoute et ils pourront traiter des problématiques personnelles et particulières qui sont les vôtres. Il est déjà 20 h à présent et nous avons encore une thématique à aborder. Donc, je vous propose de passer à la dernière thématique de notre soirée. Je m'excuse auprès de Cynthia et de Yvon qui avaient levé la main pour poser une question et les invite à rejoindre le chat en posant leurs questions directement sur l'onglet « Questions » afin qu'ils puissent obtenir une réponse. Donc, je vais clôturer la deuxième thématique sur le logement pour ouvrir notre troisième temps d'échange de notre soirée qui va porter sur la politique de la ville et les projets en rue, donc les projets de renouvellement urbain. Pour nous parler de cette thématique, nous avons Thomas Mété avec nous ce soir. Monsieur Mété, vous avez la parole pour présenter ce sujet. Je vous remercie. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je vais essayer dans les quelques minutes dont je dispose de vous présenter ce grand projet de renouvellement urbain. Alors, ce n'est pas facile de résumer un projet aussi vaste en quelques instants, mais je vais en tout cas essayer de vous en donner les grandes lignes directrices. Donc, ces lignes directrices, elles se fondent sur le bilan des ateliers de concertation qui ont été menés dans le quartier avec les habitants depuis déjà 3-4 ans, depuis 2017, ainsi que sur des diagnostics sociaux, économiques, urbains et environnementaux qui ont été menés pour préparer tout cela depuis, donc, je le disais, 2017. Pour essayer d'organiser mon propos, puisqu'il y a plusieurs thématiques qui sont à aborder, je voudrais rappeler 5 grandes ambitions que porte la municipalité dans ce projet de renouvellement urbain. Et pour chacune de ces ambitions, essayer de vous donner quelques éléments concrets du dossier ou du projet qui vont tenter de les concrétiser. Alors d'abord, premier axe du projet, et non des moindres, la question de l'habitat. On en a déjà parlé. On va se concentrer ici donc, sur le quartier de Lannou. Vous le savez, à Lannou, il y a de nombreux immeubles qui datent des années 50 pour le Clos français et 70 pour d'autres îlots qui n'ont jamais fait l'objet de rénovations ambitieuses ou importantes et qui sont donc aujourd'hui très dégradées. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable pour les Montreuillois. On a eu un témoignage à l'instant, même si ce n'était pas tout à fait au même endroit de la commune, mais voilà, on ne peut plus accepter que ces logements soient dans un état qui se dégrade d'année en année. Et donc, c'est un axe majeur du projet que de venir améliorer les conditions de vie à l'intérieur de ces logements pour les habitants concernés. Donc, vous le savez peut-être, mais en général, l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est l'opérateur de l'État qui cofinance ces grands projets et qui donne son accord pour réaliser telle ou telle opération, cette agence, en général, exige la démolition de nombreux logements sociaux sur les quartiers en rénovation, en contrepartie donc, de ces investissements et de ces concours financiers. À Montreuil, on a fait le choix avec la municipalité et avec les habitants de porter une autre ambition, qui est celle de rénover davantage que de détruire. D'ailleurs, l'agence, l'ANRU, le reconnaît dans une note récente sur la première version de notre projet qui a été présentée à l'agence au mois de novembre. Et l'ANRU dit, je cite, dans sa note sur notre projet, que ce projet présente, je cite donc, un parti pris assumé de requalification avec un nombre de démolitions très limité. Fin de la citation. Donc, on va, nous, se concentrer sur les rénovations, avec au total, le maire le disait en préambule, près de 900 logements qui seront rénovés sur Lannou. Alors, principalement sur le Clos français, mais pas que. Il y avait une question sur Facebook de quelqu'un qui demandait si seuls les logements de l'OPH vont bénéficier de rénovations énergétiques, acoustiques ou autres. Non, il n'y a pas que les logements de l'OPH, même si l'OPH fera un gros effort là-dessus. Il y a aussi, par exemple, à Lannou, plus de 400 logements de Logirep qui feront l'objet de rénovation. Si on se concentre sur le Clos français, puisque j'ai les chiffres sous les yeux, l'OPH a revu récemment à la hausse ses ambitions pour la rénovation des logements. Et dans la version actuelle du projet, on a un montant prévisionnel de rénovation qui atteint environ 50 000 € par logement. Donc, c'est vraiment des rénovations ambitieuses qui ne sont pas simplement un coup de peinture sur les murs, mais qui vont vraiment améliorer les conditions de vie dans ce parc locatif social. Pour préserver la mixité sociale sur le quartier et permettre aussi des parcours résidentiels, on en a parlé aussi juste avant, de nouveaux logements seront construits, alors principalement sur l'îlot qu'on appelle Résistance
qui est l'îlot au nord du groupe scolaire Joliot-Curie, un peu plus au nord encore de l'ancien bâtiment AFPA pour celles et ceux qui le situent. La construction de ces nouveaux logements permettra de diversifier l'offre en logement en proposant de l'accession sociale. Alors, il y aura du logement locatif social neuf, bien sûr. Il y aura aussi de l'accession sociale à la propriété, de l'habitat participatif, une résidence senior, et puis des logements pour les jeunes qui décohabitent de chez leurs parents à leur majorité ou juste après, et qui recherchent des logements en général un peu plus petits que ceux pour les grandes familles. Et donc là aussi, ça fera l'objet de construction pour répondre à ce besoin. Des engagements seront pris et tenus par la municipalité sur le plafonnement des prix. C'est vraiment un point de vigilance que nous avons et que nous continuerons à avoir dans les années à venir lorsque ces logements verront le jour et qu'ils seront mis en vente ou en location. Alors, c'était le premier axe majeur, l'habitat. Deuxième axe majeur après l'habitat, celui des équipements publics. Donc, 2 groupes scolaires de 24 classes chacun devraient voir le jour, devraient être construits sur le quartier, ainsi que 2 nouvelles crèches de 40 berceaux chacune, plus 17 berceaux pour intégrer la crèche des Bambins de Lannou. Donc là, la question est de pouvoir accueillir les enfants dans de meilleures conditions et surtout de faire face aux évolutions démographiques. On sait que la population a tendance à augmenter. Ce n'est pas un phénomène propre à la ville, c'est un phénomène qu'on constate partout dans la région Île-de-France. Et donc, il s'agira d'avoir une offre en équipement scolaire et en petite enfance qui permettent d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. J'en viens maintenant à un autre équipement, le centre social. Vous le savez, le quartier s'est doté récemment d'un centre social. Il était réclamé de longue date et à juste titre par les habitants. Alors, ce centre social, aujourd'hui, il est adossé à la maison de quartier du 100 rue Hoche, mais il a besoin de locaux dédiés et mieux aménagés pour pouvoir développer ses activités. Donc, demain, ce sera le cas, puisqu'un nouveau centre social est prévu en cœur de quartier dans le cadre donc, du renouvellement urbain de Lannou. Enfin, je dis un mot du gymnase qui date des années 80, si je ne dis pas de bêtises, qui aujourd'hui ne répond plus du tout aux normes en vigueur ni aux pratiques sportives qui s'y déroulent. Donc, le projet porte aussi l'ambition de construire un nouveau gymnase qui serait adossé dans le même bâtiment qu'une nouvelle antenne jeunesse pour là aussi répondre aux besoins de la population. On espère là-dessus que l'ANRU nous suivra financièrement parce que c'est un équipement qu'on juge vraiment important pour le quartier. Troisième objectif, redynamiser l'offre commerciale et maintenir un tissu économique intégré au quartier. C'est important que ce ne soit pas simplement un quartier résidentiel ou d'habitat, mais qu'il garde sa mixité fonctionnelle qu'il a aujourd'hui. On sait qu'à Lannou, il y a un tissu économique qui n'est pas négligeable et une offre commerciale qui existe, qui devra être redynamisée, mais qu'il faut conserver. Pour cela, je dis un mot de la galerie marchande qui relie aujourd'hui le nord du quartier à l'avenue de la Résistance, qui est en très mauvais état. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est très dégradée. Donc, le projet prévoit sa fermeture, sa démolition et la reconstitution d'une nouvelle offre commerciale en bas d'immeuble. Alors, en 2 endroits. D'abord, le long de l'avenue de la Résistance, en pied d'immeuble. Et puis aussi, je le disais, il y a un pôle commercial qui existe aujourd'hui de petits commerces en cœur de quartier et qui, demain, sera restitué. On va garder cette offre de commerce de proximité, jugée importante par de nombreux habitants. Donc là encore, on a choisi de défendre la position des habitants qui avait été exprimée dans les ateliers de concertation et de garder ce commerce de proximité. Enfin, on prévoit le maintien et le renforcement de l'activité économique. Alors là, c'est plutôt dans le secteur de la rue Jean Lelive, avec l'objectif d'accueillir demain de nouveaux emplois, et on l'espère, qui pourront être occupés par des habitants du quartier, au moins en partie. Quatrième objectif, celui de l'inscription, le maire le disait aussi dans son préambule, il s'agit d'inscrire Lannou dans le territoire qui l'entoure, et notamment dans un ensemble d'espaces verts et de parcs que l'on souhaite rendre plus accessibles aux habitants. Donc à l'échelle du quartier, on concrétise cela par l'aménagement de promenades plantées ou de trames urbaines arborées, qui seront donc aménagées pour faciliter les cheminements entre les parcs et jardins alentours voisins du quartier, mais aussi avec les espaces verts internes au quartier, des squares ou autres, et puis à une échelle plus large qui permettra de plus facilement rejoindre le parc des hauteurs. Enfin, puisqu'on est sur cette thématique, il y a une ferme urbaine qui verra le jour au sud du quartier, en lisière sud du quartier, à proximité du parc Jean Moulin à l'Aiguilan. Vous voyez mes yeux se balader parce que j'ai le plan sous les yeux pour moi aussi me repérer au fur et à mesure de mon propos. C'est un projet de ferme urbaine qui est porté par l'association On s'aime tous. C'est un beau projet très ambitieux que la municipalité évidemment soutient et cet ensemble aussi.
Donc voilà, ce sera aussi quelque chose de demain qui améliorera le cadre de vie, qui permettra des ateliers pédagogiques, un lien avec le groupe scolaire voisin et qui sera ouvert à toutes et tous. Cinquième et dernier objectif, je suis un peu long, je vais conclure. Il s'agit de répondre à la problématique du stationnement, puisque c'est un problème qu'on repéré et réel sur le quartier. Alors, les difficultés de stationnement à l'Annou, elles ne sont pas liées à un nombre de places qui serait insuffisant, mais plutôt au fait que plusieurs parkings, notamment souterrains, aujourd'hui sont condamnés et ne sont plus utilisables parce que soit trop dégradés, soit parce que les conditions de sécurité n'y sont plus réunies. Donc ici, le projet prévoit de rénover certains parkings, d'en démolir d'autres parce qu'ils sont construits sur dalle. Vous savez, c'est ces parkings qui viennent obstruer certains passages, certains cheminements et qui génèrent des difficultés urbaines. Donc, ils seront, eux, détruits. Mais au final, avec la rénovation de certains parkings, on considère que l'offre sera suffisante pour répondre aux besoins et régler ces problèmes récurrents de stationnement. Pour y contribuer aussi, la dissolution de l'AFUL, qui est en cours, alors c'est un peu technique, permettra une gestion directe des parkings de pieds d'immeubles par les bailleurs et les copropriétaires concernés. Et là aussi, on pense que ça pourra aider à régler les problèmes qui existent aujourd'hui. Enfin, sur la question des circulations de transport et de la mobilité, un travail a été lancé sur la desserte du quartier en transport en commun et notamment sur le renforcement de l'offre de bus qui circulent à l'Annou, aux abords de l'Annou et dans l'Annou. Donc voilà, on aura des résultats prochainement. Merci voilà. beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mettet, pour toutes ces informations et cette présentation très complète. Je vais tout de suite donner la parole à Yvon. Yvon qui lève la main depuis un certain temps. Non, vous avez l'air étonné, Yvon. Je sais que vous étiez présent sur la dernière thématique. Est-ce que vous continuez à lever la main pour poser une question? Est-ce que vous pouvez activer le micro de Yvon pour qu'il nous réponde? Le son va arriver, Yvon, ne vous en faites pas. Alors, nous avons un petit problème technique. Nous n'arrivons pas à activer votre micro, Yvon. Ah, voilà. Ah non. Alors, peut-être, on va le temps de résoudre le problème technique, on va peut-être donner la parole à François. François et monsieur et madame hein, qui sont présents tous les deux, on vous voit bien à l'image. Allez-y pour votre question. Oui, bonsoir à tous. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'il y a beaucoup de constructions sur le Bas-Montreuil, surtout dans le quartier de la Piscine. Donc, il va y avoir des logements, que ce soit sociaux et privés. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre infrastructure sur cette zone. Et aussi, qu'est-ce qui se passe quand il y a des problèmes avec les habitants qui sont collés à ces constructions et qui peinent à être écoutés par les promoteurs qui construisent à tout va dans ce quartier. Merci beaucoup pour cette question. Alors, Monsieur Mettet, est-ce que vous souhaitez prendre la parole sur ce sujet et apporter un élément de réponse? Peut-être. Monsieur le Shaker? Peut-être pour allez-y, répondre et pour laisser pardon, et j'ai vu que Yvon avait récupéré son micro, donc il pourra poser la question à Thomas sur le volet. Sur la question précise qui est posée par Madame et qui concerne plutôt le secteur du Bas-Montreuil dont on a parlé tout à l'heure, l'objectif révision du PLU intercommunal, c'est la réduction des droits à construire pour effectivement limiter le rythme de construction qui a été trop important les 20 dernières années. Donc ça, c'est les choses qui sont déjà engagées et qui nous permettent de limiter le nombre de constructions de logements. La deuxième chose précise par rapport à la question de Madame, vous l'avez entendu tout à l'heure, notamment sur les équipements, c'est qu'il y a à la fois la création de classes qui sont déjà réalisées, plus un travail en cours sur un nouvel équipement scolaire sur le secteur du Bas-Montreuil. Et sur la question globalement des problématiques liées au chantier, c'est de la responsabilité de l'opérateur avant de commencer le chantier, de faire ce qu'on appelle un référé préventif. On est dans le droit privé, c'est même en secteur pavillonnaire. Si votre voisin d'à côté fait des travaux contre votre mur, il y a ce qu'on appelle le référé préventif qui vous permet de faire auprès des tribunaux entendre et défendre vos droits
Donc, n'hésitez pas à me repasser un mail, mais on se connaît. Vous m'aviez saisi du sujet, notamment concernant votre maman. Donc, si des problèmes persistent et que le tribunal ne répond pas, on peut venir en appui à vos démarches. Merci beaucoup, Monsieur Leschaker. Alors, du coup, Yvon a retrouvé l'usage du micro. Allez-y, Yvon, pour votre question. Voilà, alors M. Mété a insisté sur la galerie commerciale de Lannou. Ça fait 20 ans qu'il y avait des attentes par rapport à cette galerie commerciale. Enfin, elle va pouvoir être démolie, puis il va y avoir des commerces adaptés. Premièrement. Deuxièmement, l'ANRU voulait qu'on détruise plus de 200 logements sociaux dans le quartier et c'était une exigence forte de sa part et la ville a considéré que c'était inacceptable. Les habitants l'ont considéré également de la même manière. Troisièmement, la rénovation du parc HLM du Clos va être bien supérieure que ce qui était initialement prévu. Ça, c'est également un élément extrêmement positif. Par contre, l'inquiétude, c'est avoir l'assurance des financements de l'ANRU, parce que sans ces financements de l'ANRU, tout ne pourra pas être fait. Donc moi, je voulais alerter tout le monde de dire qu'il y a peut-être une bataille pour s'assurer des financements de l'ANRU. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yvon, pour cette question. Alors, Monsieur Mété, vous avez une réponse à apporter? Alors, est-il possible d'activer le micro de Monsieur Mété afin qu'il puisse prendre la parole? C'est chose faite. Allez-y. Alors, pardon, sur la galerie, je laisserai Gaylor plutôt compléter, mais je préparais une réponse sur une question qui a été posée en parallèle sur les réseaux, sur le fait que la cité est fermée sur elle-même selon cette habitante qui s'exprime. Et du coup, je voulais simplement apporter la précision que c'est aussi un enjeu du projet que d'ouvrir les îlots qui peuvent être, on va dire, enclavés ou fermés sur eux. Notamment le Clos français avec ces barres qui sont disposées qui forment une sorte de carré et qui donc empêchent les porosités avec les îlots voisins. Et c'est ce qui a mené le projet à prévoir la démolition d'une des barres du Clos français, celle qui est le long de la rue du Clos, puisqu'il y a ici un intérêt majeur urbain déjà d'ouverture du quartier, comme le disait cette personne sur les réseaux sociaux, et puis aussi parce que l'état du bâti sur ce bâtiment-là est très dégradé et qu'une rénovation serait trop lourde, trop complexe et sans doute trop difficile à vivre aussi pour les habitants qui resteraient sur site pendant des travaux lourds et qui s'étaleraient sur de longs mois. Donc voilà, je voulais apporter cette précision. Pardon Yvon, je préparais la réponse en même temps et on va vous donner des éléments. Alors effectivement, Monsieur Mété, on a des questions en parallèle sur Internet et là, Yvon n'a pas du coup reçu de réponse. Peut-être Monsieur Leschaker a un élément de réponse pour Yvon? Pardon, si j'ai bien compris, ils vont redemander des précisions concernant la galerie marchande. Non, alors, pardon, si Yvon peut repréciser très rapidement, pardon. Oui, c'est l'assurance d'avoir les financements de l'ANRU à la hauteur des besoins pour répondre à tout le projet. Et c'est donc un enjeu très important que l'ANRU assure ces financements, sans quoi le projet ne pourra pas aboutir. Et je voulais rajouter un point, puisque j'en profite. Ce projet a été également l'objet d'une longue concertation, notamment avec le conseil de quartier. Exemple très concret, nous avions 2 réunions la semaine dernière encore, et ça fait peut-être la 50e réunion qu'on a eue, 2 réunions avec les élus et avec les services techniques. Merci Yvon. Alors effectivement, sur les financements, Monsieur Leschaker. Oui, alors, du coup, on coupe la chic à Thomas parce que je sais qu'il avait prévu à la fin de son intervention de bien me préciser. Ce qui vous a été présenté par Thomas, c'est le fruit de un peu plus de 2 ans de travail de concertation, comme vient de l'évoquer Yvon, avec les habitants sur l'élaboration d'un scénario, le chiffrage aussi de ce scénario. Donc, on est sur un projet global à plus de 150 millions d'euros déposé auprès de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Donc, en gros, c'est le sujet, enfin, c'est le dossier le plus ambitieux que nous souhaitons pour notre quartier. Et il est maintenant soumis à, entre guillemets, la sanction, c'est-à-dire que l'Agence nationale de renouvellement urbain, avec l'ensemble de ses partenaires, va examiner, le travail est déjà en cours, on y a discuté et échangé avec le conseil de quartier. Nous passerons un dernier oral avec le président d'Est Ensemble, avec le maire, avec Thomas Mété, pour défendre notre projet, et nous saurons
par l'ANRU le montant de l'enveloppe qui nous sera effectivement alloué a priori au mois de septembre. Et ce que nous espérons, en tous les cas, les signaux que nous recevons de l'ANRU sont plutôt favorables, bien que, comme l'a dit Thomas, nous ayons un dossier qui sorte un peu du cadre habituel, c'est-à-dire que nous avons refusé, c'est une position ferme qui avait été prise par le maire, de céder à la logique de la démolition massive, partant du principe que c'est un quartier qui a plutôt besoin de renforcer l'existant, d'améliorer l'offre commerciale, les équipements, etc. Donc, c'est un combat, mais je trouve que nous avons suffisamment d'arguments. Et effectivement, la concertation avec les habitants est pour nous un élément essentiel pour défendre notre dossier auprès de l'Agence de renouvellement urbain. Merci beaucoup, Monsieur Le Shaker. Alors, il est donc maintenant 20h23, presque 20h30, ça fait maintenant 2 heures que nous sommes ensemble. Vous avez été extrêmement nombreux à participer une nouvelle fois à cette réunion publique dématérialisée. Bien sûr, les sujets ne sont pas épuisés et vous avez sans doute encore plein de questions. Donc, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat ou à interpeller directement la municipalité pour garder un lien constant de dialogue. Je vous propose de nous orienter tout de même vers une conclusion de notre séance. Et pour ce faire, je vais laisser la parole à Monsieur le maire Patrice Bessac pour une conclusion de notre troisième et dernière séance ensemble. Monsieur le maire, vous avez la parole. Tout d'abord, merci aux participantes et aux participants de cette réunion. J'aimerais leur dire vraiment que pour les élus locaux que nous sommes, il nous tarde de pouvoir vous revoir et de pouvoir travailler dans des conditions plus directes, plus humaines. Vous le savez sans doute, pour nous élus locaux, notre raison d'être, en fait, c'est le service public local, c'est le développement de ces projets, c'est leur suivi, leur élaboration avec vous, les habitantes et les habitants de Montreuil. Et donc, nous sommes un peu frustrés, comme vous sans doute, de ne pas pouvoir, en ce début de mandat, plus largement aller au contact dans les différents quartiers. J'espère que l'augmentation, la hausse de la vaccination va nous permettre, d'ici la fin de l'été, de pouvoir reprendre une vie à peu près normale. J'aimerais dire un dernier mot. Nous sommes à la troisième et dernier épisode de cette initiative Venez zoomer avec le maire. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à sa préparation, notamment toute l'équipe du journal et du service communication. J'aimerais les remercier, ainsi que remercier les services de la ville qui ont contribué à préparer. Merci et puis à très bientôt. Et merci Elsa. On ne t'entend pas, Elsa. Ok, voilà, en fait, vous ne m'entendiez pas. Voilà, je n'avais pas activé mon micro. Veuillez m'en excuser pour ce petit blanc. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire, pour toutes ces informations, toutes ces présentations. Merci à Mesdames et Messieurs les élus d'avoir participé à ces 3 séances et merci à vous, les Montreuillois et les Montreuilloises, pour cette participation active et toujours intéressante et passionnante. Je m'associe aux remerciements de Monsieur le maire pour citer plus particulièrement à la technique et à l'organisation Marion Orbe, Gérald Parra, Thomas Livonnet, mais aussi Barbara Lux, Pierrick Lavoine et Quentin Corzani qui ont été vraiment mes partenaires dans toutes ces, et j'ai oublié Audrey Guinet bien sûr, qui ont été mes partenaires dans ces 3 moments et ces 3 rendez-vous. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.